Aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir Alain Guyard. Pascaline Rocher, directrice déléguée de l'espace éthique, le fera en introduction. Je voudrais vous dire que c'est l'espace éthique Occitanie aujourd'hui qui est organisateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon se sont retrouvés, comme dans beaucoup de domaines, pour créer l'espace éthique Occitanie. Il n'y a pas eu de lutte de pouvoir. Dans l'éthique, c'était la moindre des choses. Ça s'est bien passé. Et la directrice de l'espace éthique, le docteur Dupré-Goudable de Toulouse, devait être là avec le vice-président de l'espace éthique, le professeur Jacques Lagarrigue de Toulouse. Si un blocage inopiné des voies de chemin de fer entre Toulouse et Montpellier par les agriculteurs ne l'avait pas empêché. Mais nous pardonnons aux agriculteurs parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait une réunion de l'espace éthique ce soir. Voilà, donc je les excuse en même temps que je regrette leur absence, car on aurait eu plaisir à vous les présenter. Alors, cette fusion demande un certain nombre d'actions. Ces actions s'amplifient sur le territoire de l'Occitanie. Je ne vais pas débiter les missions de l'espace éthique. Vous êtes là pour réfléchir, vous enrichir, aborder ce qui est complexe. En même temps, l'espace éthique, c'est l'inverse de l'immédiateté. C'est l'inverse de la réactivité. C'est l'inverse des médias. C'est le temps de la réflexion avant de se faire une opinion. C'est l'inverse des préjugés. C'est l'inverse des opinions forgées par nos éducations, nos religions, nos formations. C'est de la pluridisciplinarité, de l'ouverture, pour essayer de réfléchir autrement. C'est l'inverse du militantisme. Je suis désolé de le dire, car le militantisme a des atouts considérables pour faire bouger les lignes, mais l'éthique, c'est tout autre chose. C'est la distance et c'est hors de la pression émotionnelle. Et donc, c'est comme ça que nous l'abordons. Pas de simplification, pas d'aspect impulsif, beaucoup de recul et évidemment, lorsqu'on regarde les progrès, on essaie de les regarder en voyant ce qu'ils ont d'humain et parfois d'inhumain, en voyant ce qu'ils font du bien à soi-même, mais parfois du mal à autrui. C'est les doubles regards de l'éthique. Voilà, donc dans le cadre de la révision des lois de bioéthique, le Comité consultatif national d'éthique a demandé aux espaces régionaux, aux 13 espaces régionaux, d'organiser des rencontres citoyennes pour avoir des avis citoyens. Alors, ces avis citoyens, qui sont autour du terme pompeux d'états généraux, dans notre région, donneront lieu à 10 rencontres ou ateliers citoyens. Je ne vais pas citer tous les endroits, ça va de Mende à Tarbes, car de Langogne au fin fond des Pyrénées, nous avons la même région. À Montpellier et à Nîmes, il y aura un certain nombre de rencontres citoyennes. La première a lieu cette semaine, le 1er février, à Génopolis, à Montpellier, sur la prédiction génétique. Voilà un sujet majeur de la bioéthique. Pourquoi? En 2 mots. Vous allez avoir des diagnostics génétiques prédictifs. Vous allez chercher à éliminer les 90% de mucoviscidose gravissime par un diagnostic chez les parents préconceptionnels. Mais en même temps, on va vous trouver d'autres maladies génétiques, des données collatérales, multiples, qui vont déterminer votre vie, la prédire. On fait quoi de ça?
ça mérite une immense réflexion éthique. Ça mérite que des spécialistes y réfléchissent, mais pas que des soignants y réfléchissent, mais pas seulement. Et c'est bien sûr un débat de société majeur. Alors vous aurez cette rencontre ici, et à Nîmes, elle aura lieu le 28 mars. Elle aura lieu à Perpignan le 28 mars sur un autre thème, les patients connectés. C'est un terme majeur aussi. C'est bien d'utiliser l'intelligence artificielle et les patients connectés, mais c'est important d'y réfléchir avant. Bref, vous voyez le programme. À Montpellier, vous avez 1er février, 5 avril, 2 thèmes majeurs de rencontres citoyennes. Je me permets de vous le rappeler. Merci, je laisse la parole à la directrice déléguée de l'espace éthique Occitanie, Pascaline Rocher. Bonsoir à tous. Ce soir, nous accueillons un philosophe forain. Alors, tout saltimbanque qu'il soit, il attire les foules, comme on peut voir. Et bon, Alain Guyard conçoit la philosophie comme un spectacle vivant. Et ces interventions sont des performances éphémères, dit-il. Des performances. Donc vous allez ce soir assister à une performance. Alors, à son actif, une vingtaine de livres, une vingtaine de pièces de théâtre, 20 ans d'enseignement à l'éducation nationale, dont il a décidé de sortir il y a quelques années pour vulgariser la philosophie hors les murs académiques. Pour ramener, dit-il, la philosophie à sa dimension charnelle, dérangeante, comme l'a fait Diogène. Alors, je vous engage à aller sur le site Diogène Consultant, le site d'Alain Guyard, qui est extrêmement riche. Moi-même, j'y ai glané beaucoup de choses, notamment le titre de cette rencontre, qui m'a paru extrêmement intéressant. Je crois qu'il avait déjà été... cette prestation avait déjà été faite à Uzès, il me semble, dans un établissement médico-social ou un hôpital psychiatrique, je ne sais plus. Ouais, c'est ça. Donc, un site riche, rempli de mots, de formules, d'idées qui font tour à tour sourire et réfléchir. Alors, ainsi, les titres donnés... Je ne résiste pas à l'envie de vous donner quelques titres de ces fameuses performances. Peut-on vraiment Alors, non, je vais commencer par certaines. Un vegan peut-il gueuler mort aux vaches ? La peur du bon Dieu suffit-elle pour limiter le nombre de salauds ? Ou bien, voulez-vous mourir avec moi ce soir ? Entre autres. Alors, Alain Guyard intervient donc dans des lieux atypiques, c'est-à-dire des bistrots, des salles de fêtes de village, des festivals, des médiathèques, des établissements psychiatriques, toutes sortes d'établissements médico-sociaux, dans les prisons aussi, à Arles, à Nîmes, au Beaumet notamment, où s'est tenu un programme au Beaumet à l'intérieur de la prison sur la pensée gréco-romaine élaborée avec des archéologues, n'est-ce pas ? Plus ou moins, c'est ça. Bien, vous l'aurez compris, Alain Guyard a le souci de ne pas se prendre au sérieux et entend bien intriguer, bousculer, déranger, rebattre les cartes en se référant toujours aux philosophes antiques pour vulgariser leurs pensées et s'incliner devant leur génie. Alors, se tenir en marge des institutions et des conventions, fréquenter ces marges, que ce soit les prisons ou les hôpitaux psychiatriques, est pour lui un acte philosophique. Et toujours, il souligne l'urgence d'exister. Je cite, « Nous n'osons pas vivre, nous n'osons pas accéder à ce que représente la vie dans cette prise de risque, dans ces aventures, dans ces incertitudes, dans cette violence que l'on peut décider de se faire à soi pour quitter ses habitudes et se confronter à la nouveauté. »
Alors, quel risque prend-on à ne pas en prendre? Le titre même de cet événement, cette question astucieuse dans sa formulation à la fois synthétique et renversée, faisait exactement écho à une vraie préoccupation que nous, à l'Espace Éthique, dans nos nombreux échanges avec les soignants et les patients, on a vu émerger quand même. Sécurité, liberté, tous ces thèmes-là. Le choix de se tourner vers un philosophe pour y répondre procède de la démarche même des espaces éthiques, des espaces de réflexion éthique et d'un postulat de base. C'est l'interdisciplinarité illustrée par la composition de nos équipes, par la composition de la variété du public de ce soir. On a relevé donc les inscriptions, des membres du secteur de la santé très variés, médecins, aides-soignants, kinés, sages-femmes, infirmiers. Bref, tous les représentants du secteur de la santé, mais pas seulement. Il y a des magistrats, des étudiants, des gens qui viennent de Bagnols-sur-Cèze ou des Pyrénées-Orientales. Donc, vraiment, on ratisse très large et merci beaucoup parce que c'est cette variété qui enrichit les échanges. Alors, le but, c'est effectivement, dans la diversité, d'aborder des sujets comme celui de ce soir, par la variété des profils des personnes, et surtout d'avoir des éclairages différents sur nos questionnements, nos hésitations, nos perplexités, et enrichir donc ces questions-là, auxquelles on n'a pas toujours de réponse à apporter. Détacher la science du geste technique pour adopter une position de recul et de surplomb par rapport à sa discipline, quelle qu'elle soit, et établir des passerelles entre les cultures littéraires et scientifiques, entre la philosophie, justement, les sciences cognitives, les neurosciences, et toutes les sciences humaines, et même les arts, comme il est plus courant de le faire dans les pays anglo-saxons qu'en France. Je voudrais conclure cette introduction par une formule que j'ai trouvée poétique d'Alain, justement, que vous avez employée pour illustrer votre démarche et votre objectif, et que ce soir, on fait volontiers nôtre. Ouvrez guillemets. Poser son sac, pas le vider, mais le poser. S'asseoir sur le talus, regarder la route parcourue, découvrir les autres pistes qu'on n'a pas explorées, se taper le front et se dire « Mais quel est le con qui m'a dit qu'il n'y avait qu'un seul chemin ?» Merci à l'espace régional éthique Occitanie de m'avoir fait la gentillesse et l'honneur de venir ce soir ici, dans cette salle auguste, avec une assemblée qui l'est tout autant. Alors oui, moi je vais essayer, il n'est plus là, vous avez vu le titre, je vais essayer de réfléchir avec vous sur l'idée de risque, et donc j'avais intitulé ça « Quel risque prend-on à ne pas en prendre ?» En fait, ce sujet, je l'avais déjà abordé, comme ça a été rappelé tout à l'heure par Pascaline. Je l'avais d'abord abordé, peut-être certains d'entre vous le connaissent, au Mascareron à Uzès. C'est un hôpital psychiatrique dans lequel j'interviens maintenant depuis plus de 5 ans. Et l'idée qui est très intéressante, en fait, c'est qu'une fois l'an, nous nous retrouvons, les résidents et moi-même, on a une grosse séance de brainstorming, si vous voulez. Et puis au terme de cette journée, dont je ne vous cache pas qu'elle est quand même assez épuisante, il émerge un sujet. Et il m'incombe de le traiter ensuite sous plusieurs aspects, en 6-7 séances dans l'année, séances qui sont des séances mensuelles, où sont bien sûr présents les résidents, où il y a aussi les personnels soignants, et puis aussi il y a les curieux qui viennent, et ça c'est très heureux, parce qu'après dans le jeu de questions-réponses, quand quelqu'un prend la parole, il y a beaucoup de mal à distinguer, si vous voulez, le malade du psychiatre par exemple. Enfin, c'est intéressant qu'ainsi la parole soit circulante, traversière en quelque sorte. On est vraiment dans une expérience de parole traversière et toutes sont prises au sérieux. À toutes, je cherche à faire écouter.
Donc c'est là d'abord où effectivement j'ai été confronté à ce problème, parce que d'autres, les patients, étaient confrontés à ça dans la démarche de soins. Donc ça, et pas que dans la démarche de soins. Donc c'était une question qui m'a vraiment mis en mouvement et puis qui m'a un peu ébranlé. Et puis ensuite, j'ai été sollicité il y a quelques années de ça à Genève. Et là, c'était des travailleurs sociaux, des professionnels du monde juridique, judiciaire, qui m'avaient sollicité sur cette question. Parce que là encore, la question est à peu près la même. À partir de quand on peut estimer, qu'on peut prendre le risque d'accorder à l'autre l'exercice de son autonomie? C'est une question qui était centrale. Il y avait eu des situations qui étaient vraiment très traumatiques pour pas mal d'équipes à l'époque là-bas. Entrez, monsieur. Je faisais que l'introduction, en fait on vous attendait. Je sais qu'on ne démarre jamais sans moi. C'est le trésorier de l'association. Et alors, je pense que c'est peut-être la peine de commencer par ça. Lorsque j'étais intervenu là-bas, avec les travailleurs sociaux, et puis des gens de l'équivalent de la PJJ, en fait, ce qui était très intéressant, c'est qu'ils avaient fait intervenir aussi d'autres intervenants, et il y avait deux personnes notamment qui m'avaient laissé un petit peu pantoise. La première, c'était en fait une personne qui était on était en Suisse, donc c'était un trader. Un trader et un travailleur social. Vous pouvez imaginer quand même l'amplitude quand même de jeu entre l'un et l'autre. Et en fait, ce qui était très intéressant, c'est qu'en fait, au fur et à mesure qu'il développait ce qu'il faisait avec son portefeuille de clients, alors qu'il avait, on va dire, l'imaginaire et le profil de l'homme qui prend des risques, qui est plein d'initiatives, qui est toujours sur la brèche, en fait, on découvrait que en fait, son excellence et sa ruse, c'était justement d'investir dans des opportunités qui étaient garanties sans risque. Garanties sans risque. Donc c'était pas très intéressant. Alors, vous allez me dire en même temps, quelqu'un dans la finance, est-ce que c'est vraiment intéressant? Bon. Et puis après est intervenue une autre personne qui était assez remarquable, qui était un cascadeur aussi. Il l'avait sollicité en disant, lui a des choses à nous dire sur le risque aussi. Et la chose qu'il avait à nous dire, c'était qu'il n'en prenait jamais. Alors j'étais le troisième intervenant, j'étais un petit peu arrivé comme ça à sec. Je me suis dit que c'était effectivement un sujet qui méritait un peu qu'on le travaille, qu'on le laboure. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Alors comme ça a été très très bien présenté tout à l'heure dans l'allocution inaugurale, je fais entre guillemets métier de philosophe. Je ne sais pas si c'est un métier, je ne sais pas ce que c'est que philosophe. Mais enfin, en tout cas, ce qui est important et ce que je voudrais faire avec vous, c'est effectivement travailler dans la distance. Hein, avoir un regard désintéressé sur la question du risque. Sachant qu'ensuite, toute notre affaire, dans le débat qui va nous suivre, ça va être de l'articuler, de l'intéresser peut-être à des problématiques de terrain, peut-être à des pratiques ou à d'autres notions qui vous évoquent quelque chose. Donc mon travail, mon intervention, elle va être vraiment, j'espère, dans la ligne un petit peu de ce que c'est que la philosophie, hein. Adopter une distance comme ça, aborder un point de vue qui est un petit peu le point de vue de Sirius, hein, pour regarder la Terre de loin. Perspective comme ça un petit peu détachée qui prend du champ de la distance, qui nous permet d'avoir un peu de respiration et puis d'avoir un peu de jeu avec cette notion qu'on pourra ensuite réinvestir dans la seconde partie. Alors, voilà, maintenant ils sont tous arrivés, donc je peux y aller. Peut-être commencer par le mot risque, par son apparition dans la littérature. Le mot risque, il apparaît dans notre tradition, bien sûr, sous la plume des Grecs, qui vont être les premiers à essayer un petit peu de le réfléchir. Alors nous, ça nous touche au premier chef philosophe, parce que Platon, quand il tente de faire toute une série de définitions de la sagesse et de la philosophie, il dit justement que la philosophie, c'est un beau risque. Donc on est vraiment là sur des textes qui convergent sur la question du risque. Le risque en grec, c'est kinunos. Kinunos, il y a une racine, hein, peut-être que c'est intéressant de revenir comme ça à l'étymologie, parce qu'en fait on ne pense pas avec des idées, hein, on a des mots et c'est les mots qui nous pensent.
Et donc, quand les Grecs vont scoltiner la notion de risque, ils parlent de kinounos, les Grecs, Platon, mais aussi avant Homère, j'y reviendrai. Kinounos, c'est cette première racine qu'on trouve. Kin, alors c'est une racine qui est acadienne et qui renvoie en fait au feu. Alors, tu retrouves aussi en latin, hein, la racine aussi des cendres du feu, ça donnait incinérer, c'est la même racine, kin. Hein. Vraiment une racine comme ça qui est au cœur même de la notion de risque. Alors, il y a du feu. Et je reviendrai plus tard, mais quand Homère il dit effectivement, par exemple, Ulysse est quelqu'un qui n'hésite pas à prendre des risques, et ben, les mots qui sont associés sont l'imaginaire du feu. Il y a par exemple Achille un jour qui dit moi, Ulysse, je le suivrai partout, parce que c'est le genre de mec qui est prêt à prendre tous les risques pour sortir d'un brasier. Donc le risque, il est là encore associé, je vais le dire encore à la notion de feu, c'est encore un peu plus loin, la notion d'épreuve du feu. Hein. C'est le brasier. Le risque, c'est la confrontation au brasier. Et puis, il y a un autre élément dans kinounos, c'est un à la fin, et cette racine-là, on vous racontera. Et la racine un, en fait, qu'est-ce qu'elle signifie? Elle renvoie à la force, à la vigueur, voire aussi parfois à la violence. Donc c'est intéressant parce qu'au fond, qu'est-ce qu'il y a dans le kinounos, qu'est-ce qu'il y a dans le risque? Il y a un brasier, puis il n'y a pas qu'un brasier, il y a quelqu'un qui y va. Et puis qu'on sort, comme lui c'est avec H. Donc ça c'est intéressant pour nous, hein. C'est intéressant pour nous parce que, je vais dire autrement, c'est l'épreuve du feu. L'épreuve du feu, on connaît, hein, le vocabulaire militaire, c'est celui qui va monter, qui va entendre les balles siffler, puis qui va redescendre et qui va survivre. Il sera passé par l'épreuve du feu. Il y a le feu et il s'y confronte, il y va vaillamment. En tout cas, il est poussé à y aller. Enfin, il s'y mesure. Là encore, c'est intéressant. Il s'y mesure. Donc, dès lors qu'il y a risque, on pourrait dire qu'il y a ces deux dimensions. Hein. On pourrait dire qu'il y a cette dimension objective du feu qui est là, présent, du brasier. Puis il y a la dimension subjective de celui qui y va, qui prend sur lui d'y aller et d'en revenir. Dimension objective et dimension subjective. Hein. Le risque, il est là-dedans. Danger, ça n'a rien à voir. Hein. Le risque et le danger, c'est pas la même chose. Pour cette raison-là, d'ailleurs, hein, il peut y avoir une route dangereuse. Alors vous avez un panneau route dangereuse, parce que c'est une route qui en est pas de la nourrice. Mais vous pouvez vous conduire tellement lentement au pas et attendre qu'on soit au 15 août pour éviter le verglas, de telle sorte qu'en fait, vous n'allez prendre aucun risque, quand bien même la route est dangereuse. Vous voyez? Donc on pourrait dire que le danger, il a à voir simplement avec une objectivité, alors que le risque, il mobilise aussi quelque chose qui est de l'ordre de la subjectivité. Épreuve du feu, eh ben, j'ai l'audace, j'ai le courage, j'ai cet effort, parfois peut-être je me fais violence moi-même. Ça va? Vous voyez le truc? C'est d'ailleurs ce qu'on trouve d'ailleurs, vous savez, pour parler aussi du risque du côté des latins, pareil, hein, on vient comme ça aux mots qui sont fondateurs de notre civilisation. Hein. Du côté des latins, ce qui est assez intéressant, hein, c'est que vous avez la racine péril, qu'on va retrouver dans péril, bien sûr, hein, et pour ceux qui sont d'un âge où les fenêtres s'ouvraient dans les trains, hein, et Pericoloso, Jersey, oui, très bien, voilà, la salle suit, hein, elles sont investies dans la métaphysique. Grand danger de se pencher, hein, Pericoloso, péril, et c'est le péril. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'un expert? Pourquoi l'expert est-il écouté? L'expert est écouté parce qu'il a traversé la zone de péril, et il en est sorti. Donc on retrouve un petit peu la même chose qu'il y a dans le kinounos qu'on retrouve dans le risque. Alors, je continue toujours un petit peu comme ça à tricoter sur le vocabulaire. Et puis, je voudrais maintenant directement aller au français, puis aux langues européennes modernes, puis vraiment penser maintenant à l'origine du mot risque. Et vous allez voir, là, il y a en fait deux origines qui sont assez épatantes. La première interprétation possible, la première origine possible, elle est sans doute la moins certaine. On dit en fait risque, ça vient de resécaré. Celui qui risque, c'est celui qui resécaré, recoupe, qui fait le raccourci. L'homme qui prend des risques, c'est celui qui fait le raccourci. Il ne prend pas
la voie qui est la voie sinueuse, régulière, mais au contraire, il va couper les virages, pour reprendre la métaphore de tout à l'heure. Hein, il va couper les virages, il ne va pas au ralenti faire l'épingle, coupe l'épingle. Résécarer, ça aurait donné le risque, et ça signifie au fond quoi? Ça signifie au fond que celui qui prend à bras-le-corps le risque, c'est celui au fond qui est dans une pratique qui est celle de l'audace. Hein, c'est celui qui ne s'encombre pas de respecter les consignes, les règles, les panneaux de danger, et qui au contraire, plutôt que de se soumettre à une norme ou une règle, voudra imposer une éthique, la sienne, qui est marquée au sceau de l'audace. Ça va, ça? Et de ce fait, alors, on pourrait dire que si je garde ça comme étymologie, là où il y a du risque, résécaré, raccourcisseur, coupeur, droit au but, on n'est pas loin de l'OM, hein, droit au but, hein. Et bien, au fond, ici, on pourrait dire qu'on est confronté à une pensée du risque, qui est une pensée du risque qui vise à dire que, au fond, là où il y a un risque, il y a déjà quelqu'un qui a une disposition à l'audace, à la prise d'initiative, puissance décisionnelle, on pourrait tout dire. Mais, il y a une autre étymologie au risque. Et l'autre étymologie, cette fois-ci, on va la chercher du côté arabe, en fait. Premier millénaire, il y a des combattants arabes qui sont engagés parfois dans certaines guerres qui sont des guerres où il y a des troupes grecques. Et alors, ces mercenaires arabes, ces soldats, au premier sens du terme, ils ont une solde. Ils ne combattent pas pour servir la cause de l'Empire grec, ils ne combattent pas parce qu'ils sont animés une fois, ils sont mercenaires, et en tant qu'ils sont mercenaires, ils combattent pour de l'argent, pour une paix. Et le mot en arabe, c'est R-I-Z-K, Rezek. Et en grec, ça a donné Rizekon. Et là, c'est très intéressant parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que le risque, c'est pas tant que ces troupes sont audacieuses, c'est exactement le contraire. Hein. Le propre des groupes de mercenaires, c'est qu'elles sont absolument imprévisibles. Peut-être que, comme justement elles ne sont pas galvanisées par une foi ou par un enthousiasme guerrier autre que la paix et la solde, il est possible qu'elles tournent le Kazakh et qu'elles démissionnent du terrain, qu'elles quittent le terrain. Et là, c'est très intéressant parce qu'au fond, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces troupes-là, qu'on paye avec de l'argent, qui a donné Rizikon, qui a donné le risque en français, un mot qu'on va retrouver, risco, en allemand, en anglais, en italien, en espagnol. Ça veut dire quoi? C'est pas tant des gens dont on va faire l'éloge de l'audace, mais c'est des gens qui sont considérés comme imprévisibles. Le drame du mercenaire, c'est qu'on le paye, mais qu'il peut s'en aller avec l'argent et pas combattre. Et bien ça veut dire ça aussi par rapport au risque. Ça veut dire que le risque, en fait, il signifie tantôt quelque chose qui est de l'ordre de la capacité à décider, ce que j'ai appelé tout à l'heure une éthique de l'audace, et tantôt c'est prendre en compte le fait qu'il y a quelque chose qui est marqué au sceau de l'indétermination, du hasard, de l'imprévisibilité. Je ne sais pas ce qui peut advenir. Vous saisissez? Ça va? Je commence par ça, hein. Je pose un peu les cartes sur la table de jeu. Et voilà un petit peu tous les éléments qu'on a à portée de main, comme ça, quand on commence à réfléchir sur la notion de risque. Grosso modo, si vous voulez, hein, quand je vais du côté grec, je me dis, quand on commence à penser le risque pour la première fois, quand on commence à l'évoquer, on dit, ben, c'est une épreuve du feu, et cette épreuve du feu, elle nécessite des audacieux qui se jettent dans les flammes, et puis qu'en sortent. Et puis quand je vais du côté étymologique du mot risque, ben, je retrouve la même dichotomie. Il y a quelque chose qui est imprévisible, quel est le hasard, le feu dansant qui peut mordre, la troupe qui peut faire demi-tour, il y a quelque chose qui est marqué au sceau de l'imprévisibilité, du hasard, puis en face, c'est quelqu'un qui est marqué au sceau de l'audace. Ça va toujours? Je vais le dire autrement, je peux conclure un peu sur cette première partie. Hein. Si vous voulez, pour le dire autrement, dès que je parle de risque, en fait, je transporte dans mon sac à dos, en fait, déjà tout un univers philosophique, tout un univers métaphysique. Il y a ce que j'ai appelé depuis le début une éthique de l'audace, une philosophie de l'action, une philosophie de la décision, une capacité au courage, à la délibération, alors qu'il n'y a plus de règles prescrites, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, on monte au feu, c'est le baptême du feu. Donc une éthique de l'audace, et puis de l'autre côté, je veux dire comment, une métaphysique qui laisse la place à l'imprévisible, une métaphysique qui laisse la place au hasard, à l'impondérable, à l'incalculable. Vous me suivez? Impossible qu'il y ait une éthique de précaution dès lors que vous pensez qu'il y a des risques.
on va le dire franchement, pour se débarrasser de cette imposture. Le principe de précaution, il est incompatible avec l'idée même qu'il puisse exister quelque part. Vous n'entendez pas? Faut me le dire. Peut-être ce que vous pouvez faire, c'est tous vous mettre là. Oui, mais ça sature. Dès que je parle un peu, ça sature sur les micros, non? Bon, j'y vais au micro quand même? Bon, j'y vais au micro. Ouais, l'acoustique est difficile. Oui, mais après, je suis bloqué par là. Vous êtes gentil, monsieur, mais après, je suis coincé. C'est gentil. Écoutez, je vais reprendre parce qu'on a des retardataires, alors c'est pas grave. Hein. Entrez, messieurs, dames, entrez. Vous avez fait 3 fois le tour. Hein. Bon, vous avez vu où je vous ai emmené quand même? Vous avez entendu où je vous ai emmené quand même là, à la fin? C'est clair pour tout le monde, ça? Ça, il faut vraiment le poser au début. Il faut prendre la peine de le poser. Maintenant, je tape dans le dur. Je tape dans le dur et j'essaie de voir exactement qu'est-ce qu'on peut dire à propos du risque avec peut-être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un des premiers auteurs qui en parle et puis qui le met en scène, c'est Homère. Homère, il dit que s'il y a quelqu'un qui tente et qui n'a pas peur du risque, justement, c'est Ulysse et puis tous les héros qu'il va présenter les uns après les autres. Et alors, ce qui est très intéressant chez Homère, c'est qu'on a effectivement des personnages qui sont héroïques, et ces personnages qui sont très héroïques, nous autres qui faisons une lecture comme ça un petit peu superficielle de l'Iliade ou de l'Odyssée, nous avons l'impression que nous sommes là face à des personnalités qui sont des personnalités fortes, qui prennent des risques considérables. Alors, je prends un exemple que vous connaissez sans doute quand même, hein. C'est Achille qui va régler son compte à Nestor et qui lui fait une course-poursuite terrible autour des murs de la ville de Troie. Et bien sûr, ce que cherche à faire Achille ici, c'est se couvrir de gloire en faisant des actes héroïques. On pourrait presque dire qu'il cherche à se dépasser, qu'il cherche à se transcender. Et, lecture moderne, qui prend parfois aussi un petit peu des risques qui sont des risques déments. Toutefois, ce qui est assez étonnant, c'est que quand on continue à lire le texte, on se rend compte que cette scène-là, qui pourrait être une scène de combat, une scène dans laquelle Achille prend des risques qui sont démentiels, on découvre en fait que cette scène, elle est observée du haut de l'Olympe, elle est observée par tout le Panthéon, et par Zeus, et par Athéna. Et Zeus, si vous voulez, il voit l'issue du combat et elle ne l'agrée pas beaucoup. Et pas tout à fait d'accord avec ce qui est en train de se dessiner. Et il aimerait bien que la balance ne penche pas tant que ça pour Achille. Alors il convoque tous les dieux, un peu là comme on est, vous voyez. Vous êtes les dieux. Et alors, comme ça, il commence un peu à tâter le terrain et puis il dit qu'est-ce que vous en penseriez si nous influencerions un petit peu le cours du combat et si nous pouvions un petit peu avantager un plutôt que l'autre. Vraiment, on sent vraiment qu'on est dans une démarche de démocratie participative, hein, parce que Zeus, quand même, trop un petit peu, quand même, c'est le président du conseil régional. Là, je n'ai pas de problème. Et pourtant, il décide de consulter la base. Hein. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est Athéna qui répond au nom des autres dieux, délégués du personnel. Et Athéna intervient, et que fait-elle? Elle ose mettre en garde Zeus lui-même. Elle met en garde le roi des dieux. Elle le menace et lui dit « Mais au nom de quoi, toi, prétends-tu être en droit de changer le cours du destin ?» Alors ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que dans la pensée grecque, il ne faut pas s'imaginer que les dieux se contentent simplement de satisfaire leurs caprices. Dans la pensée grecque, certes, les hommes sont soumis aux dieux, mais les dieux eux-mêmes sont soumis à une force qui est supérieure encore à leur vouloir propre. Et cette force-là, c'est l'ananké, c'est le destin. Et les dieux ne peuvent pas y échapper. Tout à l'heure, on est rentré avec Pascaline dans ce lieu majestueux. On voyait ces tours admirables, ces meurtrières, ces espèces de trucs incroyables. Moi, je m'attendais à voir sortir Thierry Lafronde. Elle me disait, mais on se croyait dans un décor de Notre-Dame de Paris. Je me suis redressé, j'ai craqué. Et dans Notre-Dame de Paris,
Au tout début, Victor Hugo dit dans une cellule où il va y avoir le corps de Quasimodo, je crois, il y a une pierre qui est gravée. Sur cette pierre, qu'est-ce qui est gravé? Ananke. Nul n'échappe à son destin. Destin tragique auquel les dieux même n'échappent pas. Hop, je refais maintenant la focale sur le combat entre Achille et puis Nestor. Hector, pourquoi je l'appelle Nestor? Moi, je ne sais pas, c'est complètement... Hector, eh oui, Nestor, je ne sais pas pourquoi. Hector. Et donc, Achille et Hector. Et là, on est absolument stupéfait. Pourquoi? Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que, certes, notre ami Achille dispose d'une audace, d'une envie de combattre, d'une capacité à avoir une éthique du dépassement, une valeur. D'ailleurs, c'est un héros. Mais en même temps, ce qui est remarquable, c'est que ce héros, dans quel monde agit-il? Dans quel univers agit-il? Il agit dans un univers dans lequel, au fond, toutes les conduites sont déterminées et réglées, et il n'est nulle place pour l'imprévisibilité. Les dieux même ne peuvent pas changer l'issue du combat. Le combat a été prévu de très longue date par le destin même. Donc ça, c'est assez remarquable parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans une conception du risque, qu'une conception du risque qu'on pourrait dire traditionnelle, une conception du risque dans une société qui est encore habitée du rapport au divin, qui est encore habitée à l'idée, au fond, qu'il y a des destins qui travaillent les individus. Et certes, on peut estimer, j'ai envie de dire en des termes affectifs, individuels, qui se joue quelque chose qui peut être de l'ordre du courage et de l'audace, mais il n'empêche que les dés ont été jetés avant et qu'au fond, j'ai presque envie de dire, il n'y a pas de risque pris pour Achille. Il est vaillant, certes, mais en même temps, il est vaillant et confiant dans son destin, quel qu'il soit. Il se voue à son destin. Donc on est un petit peu en difficulté pour parler de risque. Parce que ce n'est pas vraiment quelque chose auquel nous sommes nous confrontés. Parce que ici, c'est un risque de la part d'un héros, mais le héros, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il qualifie? En grec, héros, hieros, hieros, c'est le sacré. Donc au fond, toute l'audace ou toute la qualité, ou toute la qualité extraordinaire du héros, c'est quoi? C'est qu'au fond, il est prêt à laisser passer en lui un canal, et c'est le canal du sacré, c'est le canal du divin qui se coule en lui. Donc au fond, le grand mérite du héros, c'est qu'il n'en a aucun. Et le grand mérite du héros, quand il nous donne l'impression qu'il prend des risques, c'est qu'il accomplit son destin qu'il n'a pas choisi. Vous saisissez ça? C'est tout le tragique grec. Les Grecs, pourquoi croyez-vous qu'ils ont inventé le tragique? Parce que le tragique, c'est quoi? Tragique. L'autre, elle est amoureux de son beau-fils. Et vas-y, elle y va. Et l'autre, à la fin, elle se suicide. De toute façon, tu vas voir une tragédie. Je sais pas, tu vas voir une tragédie. Les Grecs, ils inventent une tragédie. Tu paies 16 € à l'entrée. Hein? En drachme ou je sais pas quoi, tu vois. Hein? Enfin, tu vas quand même voir une pièce où au début, ça va bien. Au milieu, ça va mal. Et à la fin, ils meurent tous. Tu vois, c'est ça, quoi. Eh bien, ça n'empêche. Les Grecs, ils payent 20 €. Tu vois, 11 € s'ils ont la carte du off. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que du côté des Grecs, effectivement, il y a bien une conception du risque, il y a bien une conception de la vaillance, il y a bien la possibilité accordée à la décision par rapport à ce dont j'ai parlé tout à l'heure, l'éthique. Mais d'un autre côté, tout ça s'inscrit dans un régime supérieur, et ce régime supérieur, il ne laisse pas en fait la place au libre arbitre. Tout est inscrit dans une détermination, et cette détermination, et j'insiste là-dessus, fait que ce monde-là est un monde qui nous est étranger. Ce monde-là, ce monde du kynounos tel qu'il est pensé par les Grecs, ce monde du rhizikon tel qu'il est pensé par les Grecs, il nous est étranger. Pourquoi? Parce que c'est un monde qui est marqué au sceau de l'inéluctable, c'est un monde qui est marqué au sceau de la nécessité. Et je vais le dire autrement, au fond, il n'y a pas grand mérite. Il n'y a pas grand mérite ici à prendre des risques, parce que les cartes ont déjà été rebattues par avance et tout a été défini par les dieux auparavant. Accomplir son destin, aller vaillamment au-devant de son destin, quelque part, c'est consentir et se résigner à ce destin. Vous saisissez ça? Ça, il faut vraiment le comprendre. Il faut vraiment prendre la peine de le comprendre. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un cataclysme. Et le cataclysme duquel je vais vous parler maintenant, c'est quoi? C'est un cataclysme qui va être apparent progressivement au XVIIe, XVIIIe siècle. Et ce cataclysme, qu'est-ce qui fait émerger? Qu'est-ce qui fait apparaître? Je vais peut-être le dire avec Pascal, Blaise Pascal. Vous connaissez Blaise Pascal? Le silence.
Mais voilà, alors lui, trop il est balèze, il connaît Nestor, il connaît Pascal. En fait, c'est mon cousin, je l'ai invité pour qu'il me relance un peu la salle quand on est... Le silence de ces espaces infinis m'effraie. Et ce qui est assez remarquable, vous le savez comme moi, c'est que l'ami Pascal est malgré tout quelqu'un qui s'inscrit dans une tradition catholique. C'est même un apologétiste du catholicisme, et il est vraiment un fervent militant, j'ai envie de dire, de la cause de Dieu. Mais ce qui est assez incroyable, et là je commence à préparer un peu mes billes, c'est que existentiellement, dans son existence, dans sa chair, dans son âme, qu'est-ce qu'il éprouve ? Pascal, vous arrivez au moment le plus angoissant. Je suis désolé pour vous. Installez-vous, je vous en prie. Je ne sais pas où, mais vous allez bien trouver une place. Quelqu'un. Vous en avez là sur le côté. C'est mon meilleur profil, vous avez de la chance. Et Pascal, qu'est-ce qu'il nous explique ? Pascal, il nous explique la chose suivante. Il dit, moi qui suis croyant, j'ai beau tendre l'oreille, moi qui sais que Dieu existe parce qu'il y a eu la révélation des Saintes Écritures, j'ai beau tendre l'oreille, Dieu, je ne l'entends pas. Le silence de ces espaces infinis m'effraie. C'est le même auteur qui va soudain avoir une espèce de stupéfaction qui est vraiment aux antipodes de la pensée d'Achille. À un moment, il dit comme ça, alors nous, ça nous paraît un peu ridicule, mais il faut vraiment le mesurer. Il dit comme ça, Pascal, si ma mère n'eût été point été, je n'eusse point été non plus. Alors, il faut que je dise plus lentement peut-être, hein. Si ma mère n'eût point été, je n'eusse point été non plus. Hein. Et là, il y a quelque chose qui est stupéfiant pour lui, Pascal. Qu'est-ce qu'il découvre ? Il découvre au fond qu'il eût été possible qu'il ne fût point. Ça, c'est incompréhensible pour un Grec. Un Grec, il s'inscrit dans un monde qui est un cosmos dans lequel tout est régulé. Descartes, c'est vraiment la rupture, la cassure, parce qu'il se rend compte de quoi ? Et c'est un mot qu'il emploie qui est fondamental maintenant pour nous. Il dit, ben voilà, je ne suis pas nécessaire à la course du monde. Le monde eût pu être sans moi. Je suis contingent au monde. Et là, il est super mal. Il est super mal. Pourquoi ? Parce qu'il y a une espèce de césure, de coupure qui se fait. C'est-à-dire, il y a sans doute quelque chose qui est encore de l'ordre du vouloir de Dieu. Il y a encore quelque chose qui laisse entendre que tout a été planifié de toute éternité. Bien sûr, bien sûr. Mais ça, c'est quoi ? C'est quelque chose qui est, on pourrait presque dire, un décret de la raison. Mais existentiellement, concrètement, dans sa vie quotidienne, qu'est-ce qu'éprouve Pascal ? Le retrait du divin. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, mais ça veut dire qu'existentiellement, il ne l'éprouve pas comme Achille pouvait l'éprouver. Il ne l'éprouve pas comme un païen peut l'éprouver. Et de ce fait, alors, il y a un écart, ça c'est important pour nous, il y a un interstice entre le monde et le sens du monde. Il y a un interstice entre moi qui suis dans le monde à faire des gestes et le sens qui est assigné à ces gestes qui ne coule pas de source par une source qui lui serait transcendantale. Vous saisissez ça ? Vous ne le saisissez pas ? C'est pas grave, vous verrez, dans 2-3 jours, vous oublierez, puis vous verrez d'autres choses plus intéressantes. Mais de quoi Pascal nous fait-il l'expérience ? Il nous fait l'expérience de ce que le sens dans le monde, l'organisation qui détermine l'univers. Cette organisation-là, maintenant, est muette. C'est le même qui découvre le calcul infinitésimal, calcul mathématique. Et quand vous faites du calcul infinitésimal, vous avez un rapport mathématique au monde. Quand vous avez un rapport mathématique au monde, vous avez du mal simultanément à le voir encore habité de présences qui seraient des présences divines. Vous voyez ? Donc au fond, pourquoi Pascal il est pour nous intéressant ? Parce qu'il est en train tout doucement de faire l'expérience de l'effritement d'un déterminisme qui orienterait notre conduite. Il nous fait rentrer dans une espèce de maturité à laquelle Achille était étranger. Chez Achille, il y avait un rapport encore de l'enfance, de l'enchantement par rapport au réel. Pascal le premier nous dit, non, là il y a cassure, il y a césure, il y a rupture, la détermination du monde m'échappe. Il y a peut-être la place, osons le mot, pour l'effroi, ou encore un autre mot, pour l'absurde. Et là, la question du risque prend tout son sens. Puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, alors que je n'avais pas le micro, l'éthique, elle est marquée avec 2 éléments. Le premier élément, c'est le risque marqué par 2 éléments. Le premier élément, c'est l'audace. Et le deuxième élément, c'est une place pour l'indétermination. Il n'y en a pas beaucoup
dans le monde grec, dans le monde païen. Avec le 17e, il commence à y avoir de l'indétermination. Je suis confronté à un monde qui est toujours plus complexe, je suis confronté à un monde dans lequel le sens m'échappe, je suis confronté à un monde dans lequel il y a une césure, un divorce entre le geste et le sens. Vous comprenez ça, la césure entre le geste et le sens? Il y a des moments, des fois, dans votre vie, vous vous demandez ce que vous venez foutre là. Peut-être ce soir, d'ailleurs. Mais dès lors que vous posez la question de savoir ce que vous venez foutre là, qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes dans une démarche post-pascalienne. Vous n'êtes plus dans la démarche qui est la démarche homérienne, homérique. Ça va, vous le saisissez mieux? Mais dès lors que vous posez la question du « qu'est-ce que je fous là », vous faites l'expérience de quoi? Vous faites l'expérience de la vie risquée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus rien qui oriente votre existence. Il n'y a pas une puissance bienveillante qui aurait déterminé à l'avance à quoi vous vous destinez, malgré le tragique de la situation. Donc il y a le tragique de votre existence, sans que pour autant il y ait une orientation qui justifie ce tragique. Ça va? Ça, c'est l'entrée dans le monde vraiment du risque. Vraiment, c'est l'entrée dans le monde du risque, parce que là, il y a une rupture par rapport à des surdéterminations qui orientent le sens et la conduite. Ouais? Bien sûr, ça va être acté absolument par le XVIIIe siècle. Et tous nos auteurs du XVIIIe siècle vont dire « il est temps maintenant d'opérer la coupure du cordon ombilical. Il est temps de faire le pari qu'il y a une place dans ce monde pour le hasard et peut-être que la plus grande place dans ce monde soit laissée au hasard. » Et tout ça va être parfaitement bien démontré, porté à son acmé, par un auteur avec lequel je vais conclure cette deuxième partie, qui est une partie un petit peu historique, si vous voulez. C'est le fameux Jean-Paul Sartre. Connaissez Sartre? Les gens, ils sont par exemple en terminale littéraire. On leur parle de Sartre, on leur parle de l'être et le néant. Hein? Elles se disent, ce serait peut-être mieux si on pouvait étudier le néant, ce serait plus facile peut-être. Hein? Et non, tu étudies les deux en même temps. Et en même temps, comme dirait l'autre. Et Sartre, pourquoi il est très intéressant pour nous? Parce que le pari sartrien, c'est quoi? Lorsqu'il fonde son existentialisme, c'est de nous dire « nous sommes dans un monde dans lequel vivre est absolument risqué ». Vivre est absolument risqué. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de plan préétabli qui voudrait dans ce monde me donner une fonction. Il n'y a pas dans ce monde une place qui m'a été assignée à l'avance. Vous saisissez ça? C'est pourquoi c'est un philosophe de l'absurde. Pourquoi c'est un philosophe de l'absurde? Parce que, si vous voulez, il a radicalisé la perspective pascalienne. Parce qu'il essaie de nous faire comprendre que dans ce monde, nous ne sommes pas épargnés, dans ce monde, nous ne sommes pas missionnés. Vous savez, il écrit ce petit texte, un des rares textes qui est lisible. Hein? L'existentialisme est un humanisme. Et en plus, il n'est pas gros. Hein, tu l'as à 4,95 € à Cultura. Hein? Et il y a ces phrases dans lesquelles il s'emporte parce qu'il discute avec un journaliste, et donc là aussi il prend des risques. Hein, et il essaie d'expliquer que l'homme, et ça c'est très profond, l'homme n'est pas un chou-fleur. On cite rarement Sartre, hein, mais c'est vachement profond en fait, mine de rien. Hein, parce que dire que l'homme n'est pas un chou-fleur, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui caractérise le chou-fleur? Le chou-fleur, il a une destinée à laquelle il est assigné. Et la destinée à laquelle est assigné le chou-fleur, c'est quoi? C'est de pousser en tant que chou-fleur. Il déploie un programme qui est un programme génétique auquel il ne peut pas échapper. L'homme, par contre, à l'opposé du chou-fleur, eh ben, son devenir homme, il n'est pas désigné d'emblée. Alors vous allez me dire, oui, mais la génétique quand même le détermine, la nature le détermine. Bien sûr, il y a une détermination naturelle, mais la détermination naturelle ne suffit pas pour faire un homme. Ce qui fait aussi un homme, c'est l'ensemble des dispositions qui sont des dispositions culturelles par quoi il peut se faire. Saisissez ça? Le chou-fleur, il advient comme chou-fleur et il finit comme chou-fleur dans votre assiette. L'homme, en tant qu'homme, il se pose la question de savoir ce que c'est qu'un homme. D'ailleurs, par exemple, il peut se poser la question de savoir ce que c'est qu'un homme, et est-ce qu'être un homme, c'est quelque chose qui se réduit simplement, par exemple, à ma sexualité, en tant que mâle. Et peut-être que non. À 14 ans, je me posais beaucoup de questions là-dessus. Je n'avais pas lu ça. Et heureusement. Bon, l'ambiguïté sexuelle, qu'est-ce qu'elle signale? Elle signale que je ne suis pas assigné à résidence par la nature. Alors, plus loin encore, Sartre dit l'homme non seulement n'est pas un chauffeur, mais l'homme n'est pas non plus un coupe-papier. Ça, c'est fort.
marche plus. J'ai du mal avec ces machins. Celui-là, il est mieux. Deux. Pardon? Mais quand je fais comme ça, c'est pas bon non plus, non? Je sais pas. C'est compliqué. Hein. L'homme n'est pas un coupe-papier, pourquoi? Parce que... Ah ben voilà, tu vois, on n'est pas garé. Pourquoi l'homme n'est pas un coupe-papier? Parce que le coupe-papier, il a été profilé, travaillé par l'artisan qui lui a donné une fonction précise. Mais l'homme, lui, il n'a pas été profilé, déterminé par un artisan en vue d'une fonction précise. Pour le dire autrement, il n'y a pas une essence de votre existence qui précède votre existence et qui l'oriente en vue d'une fin sans que vous ayez à vous poser des questions. Et quand Sartre il dit l'essence, c'est fini, et quand il dit maintenant l'existence précède l'essence, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire, je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie. Je suis dans un monde qui est marqué au sceau du hasard, je suis dans un monde qui est marqué au sceau de l'indétermination, je suis dans un monde qui n'est que pure contingence, et dans ce monde de pure contingence, je peux de moi tout faire. Il n'y a pas une essence que j'aurai à accomplir comme Achille. Il n'y a pas une parole que j'aurais à quêter au-delà du silence, comme Pascal. Mais il n'y a qu'un silence, il n'y a pas d'injonction, il n'y a pas de commandement. Et dans ce monde, qui est un monde de pur hasard, eh ben, il faut que je prenne un risque terrible. Et quel est ce risque terrible? Il faut que je choisisse une vie plutôt qu'une autre. Et quand j'en ai choisi une, ce n'est pas pour autant qu'elle est définitivement légitimée par une autorité transcendantale et supérieure. Pour le dire autrement, alors, là, avec un auteur comme Sartre, on entre vraiment dans une philosophie du risque, quand bien même il n'a pas employé son vocabulaire là. Mais quand il dit une philosophie de l'engagement, quand il dit qu'il est existentialiste, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire le risque, c'est l'essence même d'un monde et d'un homme qui n'a plus d'essence. Vous le comprenez ça? Ça, c'est très très important. Notre essence à nous autres modernes, qui sommes passés par Achille, qui sommes passés par le divorce pascalien et qui sommes passés par la clairvoyance sartrien, notre héritage, c'est de dire ça, c'est qu'en fait, ce qui qualifie l'existence humaine, c'est qu'elle n'est pas qualifiable. Le propre de la vie humaine, c'est qu'elle n'a pas de propre. Et par conséquent, rien n'est plus risqué que de vivre en tant qu'homme, parce que vivre en tant qu'homme, c'est prendre le risque à chaque instant des choix qui engagent toute ma responsabilité, parce que je n'ai aucune excuse qui serait « j'accomplis une mission ou je fais ce qui a été voulu par une puissance supérieure ». Vous comprenez ça? Ça, c'est très très important. Pourquoi? Parce que c'est maintenant là où je veux vraiment vous emmener. C'est qu'en fait, qu'est-ce qu'on a à perdre quand on ne veut pas prendre de risques? En fait, on perd tout de ce qui nous fonde en tant qu'être humain. Parce que ça, vraiment, je vous demande vraiment de le comprendre. Hein. C'est le cœur du paradoxe, mais il est fondamental. On a tout à perdre dès lors qu'on ne veut pas prendre de risques, parce que ce qui qualifie l'homme, justement, c'est qu'il est toujours dans une conduite à risque. Et pourquoi est-il dans une conduite à risque? Parce que rien ne peut, d'en haut, de l'extérieur, de manière hétéronomique, le cadrer, le limiter, le légitimer ou au contraire le récuser. À la fois dans son humanité comme dans sa barbarie. Alors c'est dur. Alors c'est angoissant, comme toujours dès qu'il y a du risque. Alors on pourrait dire, ce serait tellement bien de vivre une vie sans angoisse. Ce serait tellement plus léger que de vivre une vie sans angoisse. Ce serait tellement plus heureux que d'oublier Pascal. Ce serait tellement plus heureux que de se persuader qu'il y a des murmures dans le silence. Ce serait tellement plus heureux de pouvoir retourner à l'enfance d'Achille. Mais non, on ne peut plus, parce que ces auteurs-là nous ont dessilé les paupières, et au fond, notre destin, c'est de ne plus en avoir. Et d'assumer cela, sinon c'est de la mauvaise foi. Et assumer quoi? Pas d'autre option que le risque.
Pas d'autre option que le risque, dans un monde qui est de pure contingence, pour une existence qui n'est pas assignée à une résidence, à une demeure essentielle. Ça, c'est de l'angoisse. Ça, c'est très angoissant. C'est pourquoi nous sommes toujours tentés par des terribles nostalgies. C'est pourquoi il peut y avoir, par exemple, le retour du religieux. C'est une nostalgie. Ça ne peut pas être un avenir. Et c'est toujours une mauvaise foi, parce que nous savons ce qui s'est passé depuis des siècles. Mais en même temps, c'est une angoisse, mais c'est aussi la condition de ma liberté. Et je le dis dans l'autre sens aussi, je ne peux m'assumer comme être libre et responsable qu'à la condition que je supporte aussi le corollaire, et le corollaire pour l'être qui veut absolument sa liberté, ben c'est qu'il ose absolument la prise de risque. Vous le mesurez, ça? Ça, c'est très très important. C'est très très important. Alors on pourrait dire, mais est-ce qu'on peut avoir une liberté conditionnelle avec un petit peu moins de risques et donc un petit peu moins d'angoisse, un petit peu moins de liberté? Ah non, dit Sartre, parce que la liberté, elle est une et entière. On ne peut pas être à moitié libre, ou on est libre ou on n'est pas libre. Alors bien sûr, continue Sartre, il y a des lâches, dit-il. Le lâche, c'est celui pour qui c'est trop dur, l'angoisse. C'est trop dur de prendre le risque qui s'appelle exister. Et alors, on va retourner dans les nostalgies desquelles je parle, dans lesquelles on espère que quelqu'un va pouvoir me dire « telle est ta nature, ne prends plus de risques ». Ne prends plus de risques, maintenant, tout est calé, tout est cadré. Tu vas pouvoir t'inscrire dans une routine. Tu vas pouvoir connaître enfin la paix de celui qui n'a plus sa liberté, mais qui n'a plus l'angoisse qui va avec. On va pouvoir te retirer toute ton humanité. Mais en contrepartie, quel bonheur! Cela, dit Sartre, c'est les lâches. C'est dur, c'est dur. Il ne s'agit pas de lancer la pierre, c'est des lâches. Puis alors, Sartre dit aussi, il y a les salauds. Et qui sont les salauds? Les salauds sont ceux-là qui convainquent les lâches de se laisser aller à la lâcheté et qui les invitent à ne plus prendre de risques et à se reposer dans une essence, à se reposer dans un monde dans lequel il y aurait du sens, un sens évident derrière tous les gestes. Ceux-là veulent combattre la brèche entre le geste et le sens. Ouais. Donc c'est là où, au fond, je voulais vous emmener, si vous voulez, dans cette deuxième partie. Là où je voulais vous emmener, c'était sur ce chemin-là, qui visait à dire quoi? Qui visait à dire que, au fond, là où il y a... Qu'est-ce qu'on a à perdre? Ou qu'est-ce qu'on a à gagner? Ou quel risque a-t-on à ne pas prendre de risque? On a à perdre son humanité, au fond, à ne pas prendre de risque. Et on a à la conquérir dès lors qu'on la prend. Ça va? Vous le mesurez mieux, ça? C'est clair pour tout le monde? Ouais. J'en rajoute une troisième couche, si vous voulez bien, pendant que le micro marche bien, que j'ai à peu près la bonne distance, peut-être, avec la barbe et le menton. Non? Si? Vous me dites au fond, les gueulardes. Ah non, merde, avec le micro, je ne sais pas. Toutefois, je voudrais attirer votre attention dans ce troisième mouvement, qui va ouvrir sur la conclusion, sur un point qui est quand même très important, c'est cela. Je vous ai dit, cette espèce de rupture, j'employais le mot cataclysme, c'est un vrai cataclysme qui s'est passé. C'est un cataclysme, j'ai dit aussi, c'est le moment où le cordon ombilical est coupé. Cette rupture, ce cataclysme, en gros, je le fais passer entre le 17e et le 20e. Et je vous ai dit, je ne veux pas trop rentrer dans le détail, mais vraiment le sommet, bien sûr, de la courbe, c'est le 18e, avec nos philosophes des Lumières, avec ceux-là qui vont dire, après tout, peut-être qu'il faut laisser une quote-part à la question du hasard. Cela, ça va être bien sûr un héritage, cette expérience du risque, cette rencontre avec un risque qui est à la fois métaphysique et puis éthique, ça va laisser des empreintes durables. Je voudrais vous donner 3 exemples d'empreintes durables et qui demeurent encore aujourd'hui. Le premier point, vous le savez bien sûr, c'est que c'est la même époque où va apparaître le libéralisme. Et j'y reviendrai par la suite. Qu'est-ce qui qualifie le libéralisme? Je vais le dire en un mot rapide. Le propre du libéralisme, c'est de dire le gouvernement est suffisamment maintenant bienveillant ou suffisamment affûté, je ne sais pas, ou rusé, pour se retirer un peu, afin de laisser aux individus la possibilité de choisir leur vie dans l'espace privé,
admettre qu'il y a un espace privé dans lequel l'État se retire, c'est considérer alors qu'il commence à y avoir une amplitude de liberté et une possibilité d'autonomie de la part de l'individu. Donc on est bien là dans une philosophie du risque. C'est prendre le risque de dire à l'individu « débrouille-toi ». Ce n'est plus l'État tutélaire qui va décider pour toi. Ça, c'est le XVIIIe siècle, c'est la pensée libérale. Il y a bien sûr aussi d'autres éléments qui vont accompagner ce mouvement-là. Et bien sûr, le processus de laïcisation du monde qui va progressivement se mettre en place à partir du XVIIIe siècle, il procède de ça encore. Il considère qu'il y a l'extension d'une sphère privée dans laquelle chacun, au fond, renvoie à ses intimes convictions et qui est séparée d'une régie, d'une organisation par les structures supérieures qui seraient comme des puissances tutélaires, là encore l'État ou l'Église. Donc on voit bien en quoi effectivement ce 18e, eh bien, il est le moment de la bascule, par quoi une philosophie du risque se met en place qui va être superbement illustrée par Sartre. Mais en même temps, cette superbe philosophie de laquelle pour l'instant je fais l'éloge, c'est aussi une philosophie qui va être récupérée et subvertie par ce qui apparaît aussi au XVIIIe siècle et qui accompagne le mouvement du libéralisme, qui est la révolution industrielle et qui est le capitalisme. Et là, je crois que ça vaut la peine d'en parler dans mon ultime mouvement. Pourquoi ? Parce que vous savez, le propre du capitalisme, nous dit Marx dans son manifeste du Parti communiste, il dit le propre de la bourgeoisie, c'est que c'est une classe essentiellement révolutionnaire. Elle bouleverse tout, elle récupère systématiquement tous les acquis pour en faire autre chose. Dès qu'il y a un processus qui est un processus révolutionnaire, loin de s'y opposer, la bourgeoisie s'en empare pour en faire son propre miel. Ainsi, par exemple, les autorités et les institutions se tâtent en 2018 pour commémorer mai 68, lors de laquelle, bien sûr, on en finissait avec les commémorations et les institutions. Ça, on pourrait dire, c'est le processus du capital, qui va récupérer toutes les avancées révolutionnaires afin de les mettre au service du capital. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Et qu'est-ce qui se passe notamment aujourd'hui ? C'est ce point, je crois, qu'il faut aussi vraiment aborder parce qu'il est très important. C'est que le risque, la philosophie du risque, l'éloge que j'ai fait du risque à travers ce chemin de pensée que j'ai fait, disons, sur les 3-4 derniers siècles, cet éloge du risque, il va être aussi récupéré par le capital. Mais il va être détourné et il va être subverti de sa fonction première. Alors, sous quelle forme ? Vous le savez, je crois qu'il y a deux formes qui sont assez intéressantes dans la récupération de la question du risque, et ces deux formes qui sont des formes contradictoires. La première forme, c'est quoi ? C'est il faut faire l'éloge du risque, mais à une condition. C'est que ce risque soit un risque qui soit pris individuellement. Alors, il y a un auteur qui a bien développé ça, il s'appelle Boltanski. Et Boltanski, en 92, il écrit un chouette petit bouquin où il montre qu'il y a une mue du capital. Et la mue du capital aujourd'hui, c'est quoi ? Il s'agit d'exploiter, mais plus seulement les ressources naturelles, il faut exploiter aussi les ressources intérieures et les ressources subjectives. Et pour exploiter et presser le citron des ressources subjectives, il faut valoriser l'individu et tout faire pour qu'il ait une disposition à l'autonomie, à la prise d'initiative, à la créativité. Et dans ce registre-là, qu'est-ce qu'on espère de lui ? On espère justement qu'il prenne sans cesse des risques pour qu'il devienne à lui-même son propre entrepreneur, auto-entreprise. Et ainsi, vous savez, vous connaissez l'expression, on n'est jamais si bien asservi que par soi-même. C'est-à-dire que l'asservissement qui était auparavant un asservissement de classe, et grâce à quoi il pouvait y avoir une riposte de classe, est maintenant un asservissement qui n'est plus simplement un asservissement à cause d'une pression de la part du contremaître, mais un asservissement auquel je consens librement, que j'entretiens, et je suis alors à la fois celui qui est exploité et celui qui s'exploite. Et de ce fait, la matière première de ma propre exploitation, quelle est-elle ? Ma subjectivité. Donc il y a bien ici un détournement de la notion de risque, car la notion de risque de laquelle je vous ai parlé tout à l'heure, dans son cheminement sur 3 siècles, est accomplie par Sartre. De quoi faisait-elle l'éloge ? Elle faisait l'éloge de l'individu en tant qu'il essaie, bien sûr, de s'auto-définir, mais pour être à lui-même sa propre fin. Alors que dans le capital, lorsque l'individu cherche à se redéfinir, ou plus exactement, à se reconfigurer à travers des stages de développement personnel, croyez-vous vraiment, et croit-il lui seulement,
que cela sert à son développement personnel? Ou n'y a-t-il pas ici, pour lui, une stratégie à laquelle il consent, volontairement ou pas, pour se profiler afin d'être plus exploitable encore que celui qui pourrait être son concurrent sur ce marché du travail qui est maintenant le marché du travail de la subjectivité, de la sensibilité, de la prise d'initiative. Et donc là, notre malheureux individu qui croit prendre des risques en étant un battant et en voulant remonter la vie de la banlieue, en devenant lui-même titulaire d'un numéro de sirette, qu'est-ce que vous croyez qu'il fait? Il ne fait rien d'autre que de devenir le coupe-papier d'un système qui a besoin d'individus qui s'exploitent eux-mêmes. Et de ce fait, il a renoncé à être celui qui fait l'expérience profonde, métaphysique, politique du risque. Vous voyez ici la subversion comme elle est redoutable? Puis il y a un deuxième élément qui est important, parce que ce qui est assez remarquable dans notre monde, c'est qu'il est vraiment marqué au sceau de la contradiction. C'est-à-dire d'un côté, il y a cette idée de l'exhortation, qui est l'exhortation à la prise de risque individuelle, dont vous avez compris toute l'imposture par rapport au chemin que j'essaie de vous exposer. Et puis le deuxième élément, et de manière simultanée, mais je crois que ce n'est pas un hasard, j'y reviendrai plus tard, la même société, c'est une société qui tient toujours un discours, on va dire principe de précaution, on va être encore plus net, principe de sécurisation maximale. Les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Alors déjà, premier élément, comment se fait-il que les deux vont ensemble? Sans doute que les deux vont ensemble pour que ça aille mal, et pour qu'il y ait des injonctions contradictoires, et pour qu'il puisse y avoir alors une véritable production pathogène de la société. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut peut-être aussi envisager. Mais il y a aussi une deuxième raison qui est importante. Dès lors que vous êtes dans l'obsession du tout sécuritaire, dès lors que vous pourchassez le risque dont par ailleurs vous faites l'éloge en des termes individuels, qu'est-ce que vous faites? Cette sécurisation, cette obsession de la sécurité, ce principe de précaution, je vais le dire autrement, qu'est-ce qu'il fait? Il policiarise le politique. Il policiarise le politique. Je vais me le dire encore mieux et plus radicalement pour que vous saisissiez bien ce qui se joue là. En fait, il est en train de dire qu'il faut qu'on arrive à mettre en équation les risques. C'est ça au fond. Il faut qu'on arrive à être dans l'ordre du prévisionnel. Il faut qu'il y ait une prévisibilité, une anticipation. Donc le discours sécuritaire par quoi on va donner des tasers aux gendarmes, c'est le même discours par quoi au sein des services, ils vont circuler des notes de service dans lesquelles on va vous demander des évaluations qui vont permettre alors l'année suivante de faire des prévisions qui seront plus justes et plus précises. C'est le même profil. Et le même profil, quel est-il? C'est un profil qui vise à dire au fond, d'un côté comme de l'autre, du côté de la sécurité ou du côté du prévisionnel, on estime que la société, le politique, est marqué au sceau du prévisionnel. Et dès lors qu'il est marqué au sceau du provisionnel, dès lors qu'il est marqué au sceau du reproductible, s'il est prévisionnel, il est reproductible. Ça veut dire que le politique n'est rien d'autre qu'une pure technique, une pure technicité, et qui peut être mesurée à travers des indices qui sont des indices d'efficacité. Pour le dire autrement, finalement, en politique, on n'a plus besoin de politique. Et en politique, on a besoin de quoi? D'ingénieurs, de personnes compétentes dans le champ de la techno-rationalité. Or, quand tout à l'heure, je vous ai parlé avec Sartre de cette expérience du risque par quoi je me construis. Cette expérience chez Sartre, quand elle se décline sous la forme de l'engagement, c'est une expérience politique. C'est-à-dire, moi, je décide de ma vie, mais collectivement aussi, nous avons à la décider. Et toute l'affaire du politique chez Sartre, c'est quoi? Qu'est-ce qui se joue dans le politique? Le politique, c'est quoi? C'est le moment où les hommes s'associent les uns aux autres et font tout pour laisser trace dans l'histoire. Dès lors que vous laissez trace dans l'histoire, qu'est-ce que vous faites? Vous dites que demain n'est pas comme hier. Le monde n'est pas marqué au sceau de la reproduction. Le monde, ça n'est pas la reproduction du même. Le monde, ce n'est pas la prévisibilité, mais le monde politique n'est pas le lieu de la prévisibilité, mais le lieu dans lequel nous élaborons l'imprévisible. Et par quoi? Nous faisons l'expérience de la liberté. Et où apparaît-elle? Dans l'histoire. L'histoire est la matrice par quoi les hommes, collectivement, scandent les conquêtes de leur liberté.
1834, 1848, 1871, 1968, si vous voulez. Que sont ces moments-là? Ce ne sont rien d'autre que des moments de rupture. Et en tant qu'ils sont moments de rupture, de cassure par rapport au prévisionnel, ils sont l'entrée de l'homme au plan collectif dans la sphère de sa liberté. Vous saisissez ça? Et comme par hasard, alors, comme par hasard, le dispositif qu'est le nôtre aujourd'hui est un dispositif qui, dans le plan individuel, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, fait croire aux individus qu'ils ont des risques à prendre individuellement. Mais ils sont profilés en vue d'une fin et d'une fonction qui leur est assignée par le système. Et collectivement, le discours qui est le discours à la fois techno-rationnel et policiaro-politique, l'un comme l'autre, sont des discours qui sont terrorisés par l'idée que puisse émerger le politique. Parce que le politique, c'est l'émergence de l'imprévisibilité. Vous saisissez ça? Et donc, si vous voulez, c'est là où je voulais vous emmener. Hein. Puis maintenant, c'est bon, hein, je crois que j'ai fait le tour. Hein. Là où je voulais vous emmener, c'était dans ces deux pôles qui sont pour moi, enfin, ces trois pôles qui sont pour moi importants. Le risque, c'est une éthique de l'audace dans un monde qui est marqué au saut de l'imprévisibilité. Cela, deuxième mouvement de mon analyse, cela, ça a été le lent travail de l'histoire humaine qui a abouti, me semble-t-il, à tout ce que Sartre a pu nous expliquer au XXe siècle avec sa philosophie de l'engagement. Le risque est la condition par quoi l'homme se déconditionne et s'accomplit comme homme. Mais en même temps, ce discours-là, récupéré qu'il est aujourd'hui par le capital, devient son propre ennemi. Et l'idéologie du risque, je ne dis plus la philosophie du risque, l'idéologie du risque qui étant glorifiée aujourd'hui devient ce par quoi nous risquons de retomber dans ce qui peut déshumaniser l'homme. Vous voyez ça? Donc avec ces trois étapes, étymologie du risque, philosophie du risque, idéologie du risque. Alors voilà, hein. Bon, je ne sais pas, il faudrait que je conclue, hein. C'est chaud bouillant. C'est chaud bouillant entre le 2 et le 3. Hein. C'est chaud bouillant. Hein. Comment être suffisamment affûté et repérer ce qui se joue dans le risque, qui est la condition de l'émancipation humaine, et ce qui aujourd'hui se joue dans le risque, et qui est la condition de l'aliénation consentie. On n'est pas rendu, hein. On n'est pas rendu, hein. Mais cette question, il faut vraiment que nous nous la posions, parce que nous sommes toujours inscrits dans cet héritage quadricentenaire duquel j'ai parlé dans le Grand 2, et en même temps, dans un contexte qui est un contexte idéologique, politique, économique, qui nous inscrit dans une contradiction, sécurité, prise d'initiative, qui en fait travaille contre nous. Alors, voie difficile que trouver le juste accord entre ce que j'appelais la philosophie du risque et ce dont je vous invite à vous méfier, que j'appelais l'idéologie du risque, voie étroite. Mais, hein, comme on l'a dit en introduction, l'éthique, c'est toujours un peu ça, hein, c'est toujours un petit peu la galère, hein, et au fond, généralement, comme ça, à la fin des exposés, on n'en sait pas beaucoup plus qu'au début. Donc, bah voilà, quoi, je crois que c'était peut-être pas vraiment la peine de venir. Je vous remercie. Oui, chère madame, et puis monsieur, je crois que vous avez des questions peut-être? Alors, comment on va s'en sortir? Par là. Alors, peut-être celui-là, et moi je vais passer l'autre. D'accord. Merci pour la qualité de votre intervention et la finesse de votre pensée.
Vous êtes certes forain, mais vous êtes un côté aussi magicien et philosophe à part entière. Donc, en essayant de vous suivre dans l'ensemble de vos détours, non, il n'y a pas de vacherie. Mais ce qui est terrible, c'est que si l'on applique dans le monde politique actuel, dans les situations sociales actuelles, on se dit, mais qui a tort, qui a raison? Finalement, chacun, dans son propre cheminement, a raison, que ce soit le côté humanisme ou le côté terroriste. On va prendre la question du monsieur. Non. En fait, comment effectivement s'en sortir? C'est la question que je posais. Finalement, comment réussir à rester humain dans un monde qui devient de plus en plus matériel et capitaliste? Il n'y a pas de question. Hein, je pense que vous allez mal. Mais... Oui, comme nous tous. Mais oui. Mais si vous voulez, on va commencer par envoyer du lourd. Madame elle demande comment on va s'en sortir. On peut lui répondre, on ne va pas s'en sortir. Je m'explique. Non mais attends, tous les défilés de la politique. Explique. Micro, oui. Micro. Oui. Je veux dire, on ne va pas s'en sortir. Je crois que c'est très important de commencer par ça. C'est-à-dire, on ne va pas s'en sortir. On ne peut pas se sortir de la complexité. Hein? On ne peut pas se sortir du veuvage du sens. On ne peut pas se sortir du veuvage de l'essence, plus exactement. Hein? C'est-à-dire que, à moins de faire beaucoup de mauvaise foi, mais c'est très difficile et douloureux à vivre, bah, il vaut mieux peut-être pas poser les armes et puis dire, bon, ce monde est compliqué, la solution ne nous attend pas quelque part. Ça implique aussi autre chose qui est important. Ça, c'est très important. Je l'ai dit rapidement par rapport à la question de la laïcisation, mais j'aurais pu le dire aussi par rapport à la question de la démocratisation. Parce qu'il n'y a pas quelque part une essence qui nous attend, parce qu'il n'y a pas quelque part un paradis perdu que nous pourrions retrouver, ou parce qu'il n'y a pas au bout de l'histoire un paradis perdu que nous aurons à reconquérir, parce que c'est ça au fond. Hein. Ça veut dire qu'il faut que nous assumions que nous sommes dans un monde dans lequel le sens est à négocier. Parce que nul ne peut s'arroger du fait qu'il en a l'intelligence et il peut le délivrer aux autres. Donc c'est quoi? C'est un monde du compromis, un monde de la négociation, un monde de l'approximation. Là encore, bien sûr, c'est quelque chose qui peut être marqué au sceau du désabusement. Mais en même temps, c'est, je crois, ce qui nous fait vraiment rentrer dans la maturité, c'est-à-dire en finir avec des idéaux dont on espérerait qu'ils soient au bout de l'histoire ou avant, et s'obliger à rentrer dans la sphère, qui est la sphère de la démocratie, quoi. Vous voyez? J'ai répondu un petit peu. Hein? J'ai répondu peut-être un petit peu, en partie. Hein? Mais votre question était très compliquée pour le début. J'ai failli me faire un claquage mental avec vous. Ouais. On y reviendra, je pense. Est-ce une autre façon d'évoquer ce que vous avez dit, notamment dans la troisième partie, ce n'est pas aussi de parler de ce qu'on appelle la gouvernance par les nombres? Et bien sûr. Pour être précis, à la manière dont Alain Supiot en a su si très bien parler. D'accord. C'est-à-dire le gouvernement par les experts. D'accord. On s'est bien compris. Oui, oui, j'entends bien. Alors, je ne connais pas M. Supiot, mais effectivement, c'était dans cette direction que je voulais vous emmener. Je crois que ce n'est pas un hasard, on peut commencer par ça, je crois que ce n'est pas un hasard si peu à peu disparaît le mot gouvernement de la part de ceux-là même qui ont normalement mandat de gouverner, et qu'à la place on lui substitue le mot de gouvernance. Je pense que ça vaut la peine aussi de revenir sur le mot gouvernance, qui est apparu à peu près en même temps que le mot cybernétique, et ça veut dire la même chose. L'ouvrage du même nom, cybernétique, date, si j'ai bonne mémoire, de 1947. C'est un livre qui a été écrit par un ingénieur, qui était un ingénieur d'origine autrichienne ou allemande, juive, et qui a bien sûr été traumatisé par la guerre, on s'en doute, qui s'est ensuite réfugié aux États-Unis, et qui là a travaillé en fait, et c'est très intéressant pour nous, a travaillé en fait à la programmation des missiles, ou plus exactement des antimissiles, avec, c'était son obsession, la possibilité qu'il y ait un feedback sur le message
pour que le missile puisse être réactif et comprendre les signaux, écoutez bien les mots que j'emploie, comprendre les signaux envoyés par le missile cible afin de dévier de sa propre trajectoire. Pour le dire autrement, Wiener avait cette obsession, à travers ses calculs d'ingénieur, de trouver au fond des antimissiles qui étaient capables à la fois de recevoir les messages du missile, d'en émettre à la base, de telle sorte que la base, à son tour, envoyait des messages qui, émis, étaient reçus par le missile, par l'antimissile, qui pouvait bouger ses trajectoires. Wiener, il fonde une théorie de la communication qui va avoir une grande postérité. Et pourquoi il la fonde? Pas simplement pour conduire les missiles, mais, dit-il, parce qu'il veut fonder, et c'est la définition de cybernétique qu'on pourrait traduire par gouvernance, c'est le même mot grec, hein, parce qu'il veut fonder, dit-il, une science du contrôle des hommes et des animaux. Cette science du contrôle des hommes et des animaux, il espère qu'elle existera en se débarrassant du politique. Pourquoi? Parce que là où il y a du politique, il y a de l'imprévisible dans la trajectoire du missile. Par contre, quand il n'y a que des équations, on peut anticiper le mouvement du missile. Et Wiener, qui était débordant d'humanisme, le pauvre homme, s'imaginait alors que si les décisions des hommes pouvaient être prises de manière purement mathématique, à travers une expertise communicationnelle, à travers, je ne sais pas moi, des tableaux chiffrés Excel. Et si par exemple on mettait au gouvernement non pas quelqu'un habité par une vision politique, mais par exemple quelqu'un, je ne sais pas, qui auparavant travaillait au budget, non, oublie. Eh bien, on serait confronté à quoi? On serait confronté à l'application même préconisée par Wiener, qui vise à dire, mon programme au fond, c'est en finir avec la politique en tant qu'elle est cette zone de risque, par quoi il peut y avoir une expérience de l'imprévu, et lui substituer quoi? La puissance des ingénieurs et la techno-rationalité qui, elle, nous évitera l'angoisse et le risque de ce qui peut advenir. Donc, votre analyse, ou l'analyse de M. Suppiot, est complètement pompée sur la mienne. Là-bas, la dame. Ah, pardon. Alors, il y a dans tout ce que vous dites, c'est passionnant, j'en fais beaucoup de choses. Par contre, il y a une dimension de l'homme que j'aimerais que vous disiez ce que vous en pensiez. C'est l'altérité. Oui. Est-ce que ça peut pas influer sur le risque? Mais non. Le renverser. C'est-à-dire le renverser. Par altérité, on peut faire plein de choses dans l'altérité. C'est-à-dire dans l'altruisme. Plutôt que d'avoir des contrôles. Ah oui, bien sûr. C'est le côté humain, j'y vois le côté altruiste, parce que tous les gens n'étant pas égaux de fait, certains ont plus de capacités que d'autres. Si on lâche tout le monde dans l'arène, ce sont les faibles qui vont en pâtir. Commençons par l'altérité. Alors ça c'est important, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce propos? Là, j'ai travaillé avec Sartre, hein, parce qu'il me semble qu'il illustrait bien ce que j'ai appelé ce soir la philosophie du risque. Alors oui, mais il fout la merde un peu. C'est un peu compliqué. Ça fait au moins 12 questions, si tu veux. Alors, on va y aller tout doux. Chez Sartre, mais vous allez voir, c'est très logique par rapport à la déclinaison. Chez Sartre, si vous vous imaginez que vous allez vous trouver en allant chercher en vous, vous n'y arriverez pas. Ben oui, c'est logique, puisque votre moi, il n'existe qu'en tant qu'il est un projet. Vous n'êtes que des êtres en devenir. Vous saisissez ça? Hein? Dès lors que vous êtes dans le monde du risque, vous êtes toujours dans le devenir, et dès lors que vous êtes dans le devenir, vous prenez sans cesse des risques. Par exemple, il y a des gens, ils sont adolescents. Je ne vous le souhaite pas. Hein? Moi, ça a été très très dur. Hein? Je ne savais pas quoi. Je prenais des risques, mais inconsidérés. Je passais d'une chaîne à l'autre. Hein? Et pourquoi? Parce que j'étais en devenir. Je ne savais pas ce que j'aimais à la télé. Hein? Bon, l'exemple est un peu merdique, je le conçois, mais c'est pour vous montrer. Et donc, Sartre de continuer et de dire quoi? Je le dis un peu à sa manière. Au fond, soutenir une philosophie du risque. Soutenir une philosophie dans laquelle il y a de l'angoisse et de la liberté, ça veut dire quoi? Ça veut dire en finir avec
le fantasme de l'identité. Je vais m'aller plus loin, chère madame, et je pense qu'on va être d'accord, même si on n'est pas égaux, parce que vous êtes plus haut que moi. Sartre, nourri de ça, on peut dire la chose suivante. On peut dire au fond, respecter quelqu'un, c'est commencer par ne pas respecter son identité. Et c'est lui octroyer la chance de changer l'identité et d'en être l'auteur, et pas simplement le récipiendaire. Vous me suivez toujours? Donc fondamentalement, ça veut dire quoi par rapport à moi? Ça veut dire que moi qui n'existe comme un projet, moi qui n'existe comme une tension par quoi je me sors de moi, parce que moi j'arrive pas à coïncider avec moi-même. N'écoutez pas votre prof de yoga. Hein? Eh bien si je ne peux pas coïncider avec moi-même, si je ne peux pas réconcilier avec moi parce que je ne suis qu'un pur projet, ça veut dire quoi de moi? Ça veut dire que je n'existe que comme ouverture, j'emploie encore un peu des mots sartriens, que comme intentionnalité, que comme visée, et fondamentalement, qu'est-ce qui me construit? La relation à l'autre. On est, mais d'accord. Hein? C'est vraiment l'altérité qui est fondatrice de ce que je suis en tant que je ne suis pas, mais je deviens. Hein? Eh bien oui, Ah, c'est ce que je disais, mais en fait tu m'as coupé pour me le dire. Voilà. Hein? Voilà. Donc l'altérité a pleinement sa place, et c'est la raison pour laquelle, chez Sartre bien sûr, la question, ce que j'appelle la philosophie du risque, se décline sous la forme d'une philosophie de l'engagement et d'une action dans la sphère politique, par quoi, comme je le disais rapidement, les hommes signent leur liberté par l'entrée dans l'histoire. Et ça, c'est un travail collectif, c'est la présence de l'altérité. En effet. Pardon? Ah oui, pardon. Oui. Hein? Oui. C'est tout ça. Monsieur. Voilà, vous avez parlé de Pascal. Il est un peu augustinien. Oui. Vous avez parlé de Sartre en disant que finalement la découverte de soi et de ce que du projet qu'on a, c'est sartrien. Mais enfin, quand même, Aristote avait dit quand même deviens ce que tu es, enfin, avec l'acte en puissance et la puissance en acte. Ensuite, Saint-Augustin, il avait écrit le libre arbitre quand même. Donc ça date pas de Sartre et l'être et le néant. Tout ça. Hein? Eh oui, mais j'ai fait 3 auteurs, j'ai duré 1h15. C'est vrai que Saint-Augustin, les confessions, c'est aussi ça, puisque dès lors qu'il y a confession, il y a dialogue. S'il y a dialogue, il y a séparation entre la créature et le créateur. Donc déjà, il y a la possibilité pour l'interstice. Donc vous avez parfaitement raison, cher monsieur. Après, faut faire des choix. Moi, je m'étais tâté, pour tout vous dire, et je m'étais dit peut-être que je tape tout de suite sur le XVIIIe siècle, et je m'étais dit ça pourrait être intéressant de faire un tour du côté de Diderot par rapport à ce qu'il dit dans Jacques le Fataliste, vous voyez, et ça pouvait être intéressant, mais ça faisait 6 auteurs, tu vois. Et après, on est tous dans l'hypoglycémie. Donc il faut faire des choix. Hein. Mais gouverner, c'est choisir, comme disait Madès France. Et 7 auteurs maintenant. Non, mais c'est vrai, vous avez raison. Hein. Aristote aussi, oui. Je voulais vous demander, est-ce qu'un salaud, donc dans la notion sartrienne évidemment, n'est-il pourtant pas nécessairement libre par sa nature même d'homme? Ah mais c'est super. Si, c'est vrai. C'est ça qui est dingue. C'est pour ça que j'ai dit, faut pas trop en vouloir aux lâches. J'ai presque envie de dire, faut pas trop. Enfin, mais alors là, ça c'est rigolo. Enfin, rigolo. Peut-être il y a des choses qui vous font rire aussi, mais qui ne sont pas les mêmes que moi. Mais l'argument que tu énonces, c'est un argument qui est médité par Sartre et en fait qui le reprend d'Augustin. En gros, tout à l'heure, je suis rapidement passé sur la notion de mauvaise foi. Je veux dire par là, on peut plus croire que c'est le couple duquel j'ai parlé, peut-être que ça ferait écho par rapport à des pratiques professionnelles, je ne sais pas. On ne peut plus croire qu'il y a une réconciliation évidente entre le geste et le sens. Ça, c'est ce qui nous qualifie, nous autres modernes. Hein? La communication a été interrompue et il y a le silence au bout du fil. Et cependant, il y en a certains qui décident de faire croire qu'on peut combler l'écart
qu'on peut rétablir la communication, que les essences sont évidentes et qu'on peut accorder, accoupler pour chaque être une nature dans les strictes limites desquelles il doit évoluer. Ça, c'est le salaud qui fait ça. Eh bien, le salaud, en fait, paradoxalement, lui qui prétend au fond qu'il n'y a pas de liberté et qu'il y a des destins qui nous sont assignés, et qui fait l'éloge des destins qui sont assignés, qui en fait le prosélyte, qui en est le prosélyte, eh bien ce salaud-là, nous dit Sartre, il a bien choisi d'être salaud. C'est ça, hein? Et Sartre dit, il ne peut pas effacer sa responsabilité. Lui qui tient un discours dans lequel, au fond, il dit « abolissons la responsabilité parce que malgré tout, le règne des essences, la nature, la fonction nous orientent et au fond, nous n'avons qu'à nous couler dans ce moule de la nature, de la fonction et de l'essence. » Celui-là qui prétend qu'au fond, tout cela nous est assigné, celui-là, en pleine responsabilité, il a décidé de nous faire croire à ce discours. Ce faisant, en fait, il retrouve effectivement la thèse d'Augustin qui dit la même chose de celui qui succombe à ses passions. Il est inexcusable, pourquoi? Parce qu'à un moment ou à un autre, il a bien décidé de succomber à ses passions et d'arrêter d'y résister. Le chocolat noir n'était pas encore inventé à l'époque. Est-ce que vous pensez vraiment que le collectif peut être le lieu de la liberté? Alors, ce n'est pas moi qui parle en mon nom propre, hein, c'est Sartre. Mais c'est vous que j'interroge. Ah ben moi j'ai pas d'idée en fait, hein, vous l'avez, j'ai pas d'idée. Plutôt j'en ai trop. Déjà vous avez que 3 auteurs, alors avec 7. J'ai pas d'idée sur la question. Le jeu, c'est soumettre à notre travail collectif là, des auteurs pour voir comment on peut les porter avec nous, jusqu'où ils peuvent nous conduire. Pour Sartre, il y a une expérience du collectif qui est indéniable. Et qui est même indispensable. Pour la raison qu'on a abordée avec Madame. C'est-à-dire, au fond, certes, je suis l'artisan de mon destin, mais ce serait une illusion de croire que je suis tout seul l'artisan de mon destin, puisque je n'existe que dans une ouverture et dans une intentionnalité qui m'ouvre vers l'autre. Donc fondamentalement, pour que je puisse, moi, construire ma liberté, je ne peux pas faire autrement que la construire dans une relation dialectique avec l'autre. Il faut que je fasse le détour par l'autre, et c'est le détour du politique, pour aller à moi. Hein? Donc ça, c'est vraiment le pari sartrien. Ouais, pari sartrien. Et c'est un risque. Ouais. Voilà, merci. Non, juste, je voulais poser une question. À l'étape 2, oui, vous avez balayé, enfin vous n'avez rien fait, mais vous avez exposé la possibilité de balayer le déterminisme. Or, pour nous qui sommes médecins, quid du principe de causalité? Parce que nous, s'il n'y a pas de déterminisme et de causalité, on est foutu. Alors, à tort ou à raison, mais on est foutu quand même. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce risque qui passe au-dessus du déterminisme, au-dessus du principe de causalité? Je ne comprends pas. Oui, très bien. Mais vous savez, très rapidement, tout à l'heure, j'employais 2 mots qui peuvent un peu l'illustrer. Quand j'ai senti qu'il y avait un petit peu de difficulté, effectivement, dans cette zone-là, j'ai parlé de nature et culture. Nature et culture. Hein? Alors, à gros traits, hein, bien sûr, il y a un héritage duquel il m'est difficile d'échapper. On va dire à gros traits comme ça, qui est un héritage génétique. Là, je ne suis pas l'artisan de mon destin. Hein, c'est un destin biologique qui m'échoit. Mais toutefois, avec cette nature, il y a toujours de la culture. Et dès lors qu'il y a culture, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une dénaturation de la nature par la culture. Et cette dénaturation de la nature par la culture fait que, soudain, par la culture, je peux orienter la nature dans des directions, dans des orientations qui ne sont pas celles nécessairement prescrites par le biologique. Je prends un exemple tout simple, qui est l'exemple de Figaro dans Beaumarchais. Et Beaumarchais de dire quand même, Figaro de dire la chose suivante, l'homme est quand même un drôle d'animal parce qu'il boit sans soif. C'est pas faux. C'est-à-dire il y a bien des injonctions qui sont des injonctions biologiques, il nous faut nous désaltérer, mais parfois nous désaltérons de ce qui, 8-10 heures après, nous altère beaucoup.
Et on boit bien alors que ça ne répond pas du tout à un impératif qui est un impératif organique ici. Et le même ici, Figaro, de dire nous mangeons alors que nous n'avons pas faim, c'est la gourmandise, mais c'est tous les arts culinaires. Par quoi Lévi-Strauss nous a montré que dès lors que nous rentrons dans le cuit pour quitter le cru, nous nous inscrivons justement dans ce qui nous fonde en tant qu'homme et ce qui fonde l'homme, justement. Cette réappropriation d'une causalité naturelle, il faut bien que nous nous nourrissions pour en faire quelque chose d'autre. Puis bien sûr, vous le savez, en tout cas je vous le souhaite, vous pouvez, on peut le dire, je crois qu'on est à Montpellier, on peut le dire, vous pouvez avoir une activité sexuelle non reproductive. Vous pouvez reproduire votre activité sexuelle sans vous reproduire par l'activité sexuelle. Ça peut-être pas pour tout le monde, mais enfin en tout cas c'est une possibilité. Donc le jeu qui est le jeu de l'amour, le jeu qui est le jeu de l'érotisme, voire de la pornographie, c'est un jeu par quoi on joue avec les déterminations et les injonctions biologiques. Je dis on joue avec, on ne les abolit pas. Mais jouer avec, comme acte de culture, c'est effectivement prendre acte des causalités, non pas vouloir s'en délivrer, mais chercher à s'en libérer. La différence entre la délivrance et la liberté, c'est quoi? C'est que la délivrance voudrait abolir totalement la causalité, alors que la liberté voudrait jouer avec des causalités dont j'ai conscience, que je connais et que je peux détourner. Voilà peut-être comment on pourrait envisager une réponse possible. Mais en tout cas, le jeu même de la liberté s'exerce dans le rapport aux politiques. Merci beaucoup. Monsieur. En matière de soins, oui. Moi j'ai été élevé par des maîtres avec ces dires « faites comme si la justice n'existait pas, osez pour avancer ». Actuellement, avec l'impact de plus en plus présent de la justice, l'injonction au principe de précaution, la rationalisation des choses pour une prédictibilité, on est en perte de prise de risque. On s'assure. Est-ce que ce ne va pas être un frein à l'évolution technique? Si tous ces gens par le passé n'avaient pas pris de risque en matière médicale, on n'en serait certainement pas là. Je peux avoir votre avis sur la question? Oui, oui, oui. Il n'est pas fiable, mais vous l'aurez. Il me semble qu'il faut toujours garder en tête, il me semble, précaution oratoire, il me semble qu'il faut toujours garder en tête cela, que la médecine reste un art. Et dès lors qu'elle est un art, elle a affaire avec le vivant. Et c'est bien ce qui la différencie des techniques. Alors, ça ne veut pas dire que dans cet art, il n'y a pas de technique. Mais ça veut dire que la pratique requiert d'abord des dispositions qui sont des dispositions, j'y reviendrai par la suite, de l'art. Et qui vont faire appel à des techniques. Pourquoi être ainsi attaché à cette définition de la médecine comme un art? Pourquoi parler de l'art médical? Pour une première raison qui est importante, c'est que la médecine est confrontée au vivant, et le vivant, c'est la sphère du non reproductible, quand même, à l'opposé des sciences mécaniques pour lesquelles il y a une causalité qui est une causalité stricte. Dès lors que l'on rentre dans le biologique, il y a quelque chose qui se joue, qui est marqué avec, on va dire, une zone d'indétermination plus importante. Pourquoi? Parce que les organismes vivants ont cette capacité de s'adapter, de modifier leur comportement, d'anticiper les traumas qui peuvent arriver, de telle sorte que très souvent les praticiens sont surpris par la réactivité ou l'anticipation des organismes ou des psychologies, qui fait que des fois il y a des réactions qui sont justement imprévues. Donc ça, c'est un premier point qui est important. Ça veut dire qu'au fond, si travailler dans la sphère du soin, c'est être face à du vivant requiert donc des pratiques qui sont les pratiques de l'art et pas de la technique, et c'est donc s'exposer à l'imprévisibilité, donc à oser le risque.
Ça, c'est un premier élément qui est important. Oser le risque, ça veut dire quoi? J'ai souvenir de Canguilhem qui disait qu'au fond, le premier expert, on a parlé tout à l'heure d'expert, le premier expert de la maladie, ce n'est pas le médecin avec sa science, mais le premier expert de la maladie, c'est le patient lui-même qui la supporte journellement depuis des dizaines d'années et qui a par conséquent sur sa maladie, en tant que phénomène singulier, des choses à enseigner et à dire à son médecin. Mais alors le médecin qui lui dispose de lois et de principes généraux est confronté là à une parole singulière qui est malgré tout une parole experte. Et cependant elle est singulière. Donc là encore, on n'est pas dans quelque chose, c'est comme de la science mécanique, avec purement des lois générales, mais on est obligé de prendre en compte aussi, de s'exposer à ces zones de turbulence qui sont les réactivités, les conseils ou l'expertise même du soigné avec lequel il faut faire. Non pas par rapport à des impératifs juridiques, mais par rapport à ce que c'est constitutionnellement que la pratique médicale. Donc voilà ce que je pourrais dire, peut-être pour essayer tant bien que mal d'ouvrir le débat. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous d'être venus et merci beaucoup à Alain Guyard. Vous avez un verre qui vous attend pour ceux qui le souhaitent à l'extérieur, juste à droite.